Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et comme j'apprécie à toutes les émissions, je suis accompagné de Guy Barrette. Ah, c'est réciproque, mon cher. Ah oui, hein? Non, je le crois. Écoute, je pense que tu as raison. Après autant d'années, là. D'apprécier le fait que je parle trop, que je pose des questions des fois un peu. Et puis surtout, là, on prépare le summit, là, puis on est coloc, là-bas, là. Plus, hein. À Seattle. Donc, effectivement, on s'en va dans quelques semaines à Redmond. Donc, au campus. Et notre invitée, qui est MVP Excel, elle aussi va aller au MVP Summit. Donc, c'est Sophie Marchand. Bonjour. Bonjour. On part à rire parce que vous avez pas entendu ça parce qu'on a fait du montage un petit peu, mais on s'était trompé quelques secondes avant. Ça nous arrive très souvent et avec le montage, on a l'air très intelligent, on a l'air tout parfait ce qu'on fait. Puis si vous étiez dans la salle... Mario, je vais couper ça au montage. Donc, Sophie, effectivement, toi, tu vas être au Summit aussi à Seattle. Exactement. Puis, mais tu es un MVP Excel. Exact. Mais comme tu nous expliquais, tu vas probablement changer, là, en tout cas, en espérant que tu vas être renouvelé l'an prochain, que tu serais du côté de Power BI. Oui, ben c'est un souhait que j'ai, effectivement, parce que ça fait déjà, je dirais, 2-3 ans que je me consacre presque entièrement à Power BI, mais c'était pas une expertise qui était reconnue comme telle dans un créneau séparé, mais maintenant, ça l'est désormais. Mm-hmm. Alors, je vais tenter de rejoindre ce groupe-là au prochain renouvellement. Puis, c'est intéressant parce que on en discutait un petit peu avant, on veut vraiment on va prendre comme assise que notre auditoire maîtrise, en tout cas, l'Excel de base, en tout cas, le tableur, parce que c'est à partir de ce point de vue-là qu'on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'est le produit Power BI, parce que c'est le sujet de l'émission aujourd'hui. La formule, c'est toujours la même avant de parler de Power BI, donc attendez, là, ça va arriver, on va en parler. Je pense que c'est important pour nos auditeurs qui te connaissent un peu mieux. On va essayer rapidement de faire ta biographie. Donc, québécoise, ça fait combien d'années à peu près que tu as fini l'école? Bonne question, je dirais 14 ans. 14-15 ans. Donc, donc, ça fait au moins ce temps-là que tu es sur le marché du travail. Exactement. Puis, ce que j'ai compris, je te connais pas beaucoup, mais tu me sembles plus quelqu'un qui est une entrepreneur, qui aime partir des choses, puis pas le profil de la fille qui serait devant un ordinateur de 8 à 5 à tous les jours en mode solo. Là. Je pense que c'est plus quelqu'un dans l'action, puis on crée des choses, on innove. Et est-ce que c'est un profil qui te ressemble? Oui, entièrement. Puis en fait, mon cheminement, je dirais, au niveau de l'éducation, m'amenait pas vers ça parce que j'ai vraiment fait un bac puis une maîtrise en finance. Et un titre comptable. Donc, je m'enlignais pour me retrouver dans un bureau. Uh-huh. Par contre, effectivement, comme mentionné, le goût de l'entrepreneuriat, le goût de développer des choses, ça fait en sorte que rapidement, oui, mes premiers emplois, ça a été des emplois d'analyste financier en entreprise, mais j'ai vite voulu sortir de ça, vite voulu créer mes propres outils d'analyse. Donc, l'aspect créatif qui... Donc, est-ce que je me trompe? Souvent, si on prend n'importe quel domaine d'études, il y a toujours, à peu près, c'est la loi de Pareto, tu as toujours 20% des étudiants qui, on peut dire, oui, fit dans ce domaine d'études-là parce que ça les passionne, mais qui sont souvent très polyvalents. Tu sais, tu as 80% le standard. Moi, j'ai étudié en ingénierie, donc on pourrait dire, oui, j'ai une formation d'ingénieur, mais rapidement, le monde disait, ouais, Mario... tu t'intéresses à bien des affaires que beaucoup d'ingénieurs ne s'intéressent pas. Est-ce que c'est un peu ton profil aussi? Tu as étudié en comptabilité, mais tu étais comme, tu sais, sur un échantillon de 10 personnes, il y en avait 2 qui étaient un peu, qui sortaient un peu du lot, puis tu faisais partie de ce lot-là? Oui, si on tient pour acquis que j'avais des cheveux orange à une époque et des piercings. En comptabilité, ça venait. Je sortais certainement du lot.
Mais aussi, c'était, je pense, mon côté qui a beaucoup envie que les choses bougent, avancent. Et pour moi, c'était jamais assez rapide. Donc, les outils étaient jamais assez rapides à mon goût. Ça faisait pas les choses comme je le souhaitais. Donc, j'avais beaucoup envie aussi de prendre les choses en main puis de dire, ben, par exemple, à l'époque, je me suis jetée à corps et âme dans Excel. C'est dans l'objectif, non pas d'utiliser Excel comme la majorité des gens en finance-comptabilité, mais vraiment de développer des outils pour aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Puis moi, ce que je disais aux gens, c'est, par exemple, mon premier créneau d'expertise, c'était la modélisation financière. Je disais toujours, ton modèle financier ne pourra jamais être meilleur que tes compétences informatiques. Parce que tu ne peux pas le traduire correctement si tu n'as pas les outils, finalement, qui reflètent les calculs. Un peu comme, si tu veux être tu ne pourras jamais être mettons, tu vas être écrivain. Donc, ton but dans la vie, c'est de raconter des histoires. Mais si tu ne maîtrises pas la langue, si tes histoires, en tout cas, tu vas te limiter, c'est un échantillon, tu as juste 300 mots que tu maîtrises, que tu connais, ben là, tu vas pouvoir utiliser juste ces 300 mots-là. Puis si tu maîtrises un vocabulaire plus large, si en plus tu maîtrises toutes les structures de phrases qu'on peut faire, ben là, c'est là que tu peux avoir ton style puis te démarquer. Donc, c'est un peu la même chose. Tu peux penser le meilleur modèle, mais si tu maîtrises pas l'outil, dans ce cas-là, qui est Excel, ça reste dans ta tête. C'est pas très utile. Souvent même, si tu dis ça reste dans ta tête, mais on n'est peut-être même pas capable de le mettre dans notre tête parce qu'on n'a pas comme le langage pour l'exprimer. La mécanique. Exactement. Ouais. Donc, nous, par exemple, quand je parlais de modèle financier, comprendre les inducteurs d'affaires, premièrement, c'est une chose, mais quand on le construit mathématiquement... Donc, quand tu dis inducteur, là, tu m'intrigues parce que moi, ça me dit rien. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par un inducteur financier? Oui, bien en fait, quand on fait des modèles financiers, un modèle financier, je m'éloigne un peu du sujet d'aujourd'hui, mais un modèle financier, grosso modo, c'est un outil qui va permettre de faire des prévisions financières, mais surtout de faire ce qu'on appelle le what-if analysis, donc de jouer avec des hypothèses pour voir finalement qu'est-ce qui adviendrait. Tes inducteurs, c'est un peu comme tes paramètres ou tes variables sur lesquelles tu vas jouer? Mais c'est plus qu'est-ce qui sous-tend tous les calculs. Okay. Donc, tous les paramètres opérationnels finalement, on va lier entre eux par certains calculs, certaines formules informatiques. Il faut comprendre bien la business, la décomposer dans ces différents inducteurs, puis les lier ensemble dans la bonne mécanique. Et si on veut faire fonctionner un outil comme ça, on n'a pas le choix de décomposer la business, bien la comprendre. Donc, c'est un ensemble de connaissances. Ça repose plus juste sur de la finance, de la comptabilité, ça repose aussi sur de la mathématique, puis nécessairement, quand on le met en place, de l'informatique. Là. OK. Donc, formation en comptabilité à la base, mais là, toi, tu travailles à ton compte. Oui. Ça fait plusieurs années maintenant. Oui. Donc, essentiellement, tu aides les entreprises, justement, à traduire des modèles financiers dans du Excel, mais surtout à utiliser des produits comme Power BI pour ramasser beaucoup de données et en créer une certaine intelligence à partir de ces données brutes-là. Et j'adore le nom de ta boîte. Oui, le CFO masqué. Nous, nos services s'adressent surtout à des CFO, donc Chief Financial Officer. Et, d'où vient ce nom-là? En fait, ça vient de ma folie, j'imagine. Mais il y a les cheveux orange aussi, mon personnage sur mon logo. Mais c'était vraiment de dire, on est le CFO masqué, c'est-à-dire qu'on s'en va aux côtés du CFO, puis on va faire une job dans l'ombre, mais qui va être essentielle pour le travail du CFO. Souvent, tu sais, les écrivains vont avoir... en anglais, on dit un ghostwriter. Donc, quelqu'un en arrière qui est pas visible. Donc, essentiellement, votre but, vous, c'est de faire en sorte que le CFO ait la force super intelligent, puis qu'il y ait des promotions, puis personne ne sait en arrière que c'est une firme de consultants qui a tout monté ces choses pour lui. Mais on essaie aussi de transmettre nos connaissances, évidemment, donc de pas juste construire les outils, mais aussi de coacher, évidemment, les CFO. Tu fais beaucoup de formations aussi? Oui, beaucoup de formations. Donc, on essaie de rendre les CFO, mais aussi leur équipe, le plus autonome possible. Donc, on est un peu des évangélisateurs de produits comme Excel et Power BI notamment, mais reste que le but ultime, c'est que le CFO, à la fin de la journée, puisse prendre des décisions d'affaires éclairées. Puis, ça fait combien d'années que vous faites cela? Ça fait depuis 2011. Donc quasiment 4-5 ans. Oui, exact. Puis avant 2011, donc juste on essaie... Bon, formation en comptabilité...
travaillé, j'imagine, dans des petites ou des grandes entreprises à faire des modèles financiers, comme tu disais. Ouais. Et quand est-ce que tu décides que tu fais le saut et tu dis, bon, là, je me lance? Est-ce que c'est en 2011 ou c'est avant ça? Non, c'est à ce moment-là, mais ça faisait longtemps que c'était ça coulait en moi. Donc, je savais que j'atterrirais travailleur autonome éventuellement. Je savais que je partirais mes choses, mais je jugeais qu'en sortant de l'école, de toute façon, j'avais beaucoup de dettes d'études à rembourser. Ouais. Je voulais commencer par là, mais je jugeais qu'il fallait quand même que je me fasse un peu la main. Donc, j'ai laissé les choses un peu... en fait, j'ai pris de l'expérience dans différentes entreprises, ce qui m'a pas nui par la suite, parce qu'évidemment, j'ai pu voir différentes réalités en entreprise. Mais il est venu un temps où j'ai travaillé avec Gesca Numérique dans un département... Gesca Numérique, qui est une filiale de Power Corporation, dans une filiale qui faisait des acquisitions d'entreprises dans le numérique. Donc, l'idée était de croître par acquisition. Donc, il y a eu beaucoup de transactions pendant un certain temps auxquelles j'ai été appelée à développer des modèles financiers. Et par la suite, on a ralenti les investissements dans le but d'intégrer toutes les nouvelles entreprises qui avaient été achetées. Et donc, mon rôle est devenu moins important. Et je me suis dit, là, c'est le moment de sauter. Et j'avais une très bonne relation là-bas avec mon patron à l'époque. Donc, je lui ai dit, je fais le saut à mon compte. Si vous avez besoin de moi, vous m'appelez, je vais venir. Donc, je ne sautais pas complètement dans le vide. J'avais un bon parachute. J'avais un bon parachute. Donc, ça s'est fait tout doucement. Puis, finalement, c'est avec le web que ça s'est enflammé. Moi, je me suis partie un blog naïvement en me disant, je vais commencer à mettre un peu mes compétences sur le web pour que les gens voient ce que je peux faire. Et c'est ça qui vraiment a lancé tout ce qui a suivi par la suite. Là. C'est ça, parce que outre ta boîte, comme tu dis, tu es présente sur Internet et à un tel point que Microsoft est tombé dans le radar de Microsoft. On dit, oh, cette fille-là, pas juste qu'elle est quelqu'un qui utilise nos produits de façon poussée, mais elle a une crédibilité. Puis là, on t'a donné la reconnaissance MVP, ça fait 2 ans, 3 ans? 2 ans. 2 ans. Puis tu fais même des présentations pour Microsoft Montréal? Oui, donc j'ai fait beaucoup de présentations jusqu'à maintenant. Puis effectivement, en fait, dans les sujets que je touche en français sur le web, il y en a très peu. Donc, si je regarde les statistiques sur mon site web, par exemple, il y a beaucoup de Français même qui suivent le blog parce que l'offre n'est pas aussi volumineuse qu'en anglais. Et c'est pour ça qu'on fait le podcast en français. Contrairement à nous, c'est très évident avec mon accent qu'on est québécois. Quand il va sur ton site, à part le fait que c'est un .com, C'est un .com. Donc, ils ne savent pas vraiment que c'est quelqu'un du Québec qui l'écrit. Sauf s'ils écoutent une vidéo YouTube. Ah oui? Et là, des fois, j'ai des commentaires. Puis, donc, moi, une dernière question sur ton parcours. Veux pas, t'as fait de la programmation, t'as sûrement fait du VBA en arrière d'Excel. Donc, comment, tu sais, avec une formation en comptabilité, comment on se retrouve à apprendre à programmer? Parce que veux pas, il faut que tu comprennes c'est quoi une structure répétitive, c'est quoi une structure décisionnelle. Donc, la programmation de base, c'est juste par toi-même que tu l'as appris ou il y avait même dans votre formation, dans le cursus, une partie où est-ce qu'on vous enseignait un peu cette base-là ou... En fait, non. Moi, j'ai vraiment été à l'école, j'ai fait, comme je disais tantôt, j'ai fait bac et maîtrise un à la suite de l'autre. Puis le titre comptable en parallèle. Puis quand je suis sortie de l'école, je me suis dit, j'ai tous les outils pour faire ma job, puis je vais vraiment être bonne. Et puis la première journée, j'ai ouvert mon ordinateur, puis j'ai fait, c'est ça Excel. J'avais pas jamais vu Excel. Et ils n'avaient jamais fait travaux pratiques sur Excel à l'école? Non. Donc, j'avais eu un cours de Office. Donc, Office qui incluait évidemment Microsoft Word. La suite au complet, mais c'était pas sur des ordinateurs, c'était sur papier. Ah ouais. Donc, j'avais jamais ouvert le logiciel, je l'avais jamais utilisé. Mon Dieu. Et là, je me suis fait la réflexion après tout cet investissement de temps, d'effort dans mes études et d'argent, disons-le. C'est pas normal qu'on m'ait jamais présenté mon outil de travail principal. Ouais. Et ça a été comme une frustration tellement grande que là, je suis tombée complètement de l'autre côté. Je me suis dit, c'est pas ça qui va m'arrêter dans mon emploi. Et là, j'ai pris le petit point d'interrogation dans Excel, là, et j'ai fait tous les modules l'un après l'autre. Donc, Microsoft met tout le temps des exemples pour chacune des fonctions, des fonctionnalités. Je les ai faits jusqu'à temps que j'ai fait le tour de l'outil.
Puis bon, est-ce que tu t'es acheté comme des livres aussi à côté pour non, pour lire parce que un je peu? suis moins livre, je suis plus Interactif. Oui, moi, il faut que je touche, il faut que je le fasse. Puis donc, justement, j'avais pas aimé ce cours-là sur papier. Ouais. Donc, j'ai vraiment été dans l'outil. Et puis, moi, je suis vraiment une personne obsessive, compulsive. Donc, du Excel, j'en ai fait énormément. Puis, à la fin de cette année-là d'apprentissage, je montais des modèles assez sophistiqués. Puis là, mon nom circulait dans les départements. Ah, ben, si tu as besoin de quelque chose en Excel. Mais il y a quand même une réalité, c'est que quand on part d'Excel, puis que là, on veut embarquer plus, tout à l'heure, on va parler du BI, il y a un certain savoir-faire qui est, là, c'est de modéliser des schémas de base de données, des schémas en étoiles. Donc, toutes ces choses-là, tu les auras pas dans les petits boutons d'aide d'Excel. Donc, c'est comment, à travers, en allant voir des présentations, comment tu fais comme, tu as fait un lien, tu dis, OK, ça, c'est des modèles tabulaires, des modèles en étoiles. Bien, en fait, ça, c'est venu justement quand on en parlera avec Power BI, parce qu'avant ça, je ne m'étais pas intéressée à la BI dans son vrai sens. Mm-hmm. On disait qu'on faisait de la BI, mais toutes les données étaient dans Excel, puis on modélisait pas T'as comme du on BI le fait. sur des modèles tabulaires. Oui, puis tabulaire avec du VLOOKUP, là. Ouais. C'était pas tellement ce qu'on fait, par exemple, dans Power BI. Donc, cette portion-là, je l'ai aussi appris par moi-même, mais j'avoue que pour ça, là, j'ai puisé dans des livres, dans des blogs, beaucoup sur YouTube ici, aussi, évidemment. Là. Mais c'est venu quand même assez aisément du fait que ça fait des années que je monte des modèles financiers puis que je comprends la modélisation derrière. Donc, restait à... C'était le lien vers la base de données qui te manquait. Exactement. Donc, Parce que la difficulté, c'est pas tant de comprendre les modèles tabulaires, c'est d'être capable de faire des modèles. Exact. Ça, c'est pas tout le monde qui a cette capacité d'abstraction-là. Oui. Écoute, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de Power BI. Puis, tout à l'heure, quand on discutait, il y a quelque chose qui m'a frappé. Tu disais, on parle là, de modèles financiers, mais on est loin du sujet. Puis, je vais t'amener une affirmation, tu pourras me dire, ouais, non, oui, on était très loin. Moi, je pense qu'on était assez proche. Je vais te dire pourquoi. Un modèle financier, comme tu disais, essentiellement, c'est je regarde le passé pour prévoir le futur. Bien, c'est là où, je fais une différence entre les deux. Certains font des modèles financiers, effectivement, basés sur le passé. Les modèles financiers que nous, on fait, parfois sont basés sur le passé, mais sont souvent basés plus sur des inducteurs à venir, donc en fonction d'une stratégie. Parce que, par exemple, l'entreprise, on va dire n'importe quoi, dans le passé, il n'y avait pas les mêmes filiales, les mêmes employés, les mêmes... Peu importe, le passé devient comme moins important. Il est important pour découvrir certaines relations, une certaine variable dans son modèle d'affaires nécessairement, mais on est plus en train de prévoir en fonction des stratégies à venir, des objectifs à atteindre dans le futur. Donc, nous, quand on travaille nos modèles financiers, la plupart du temps, il n'y a pas nécessairement des calculs qui sont faits sur les données passées, mais on est vraiment avec des paramètres qui projettent vers l'avant. Pas toujours, mais la plupart du temps. Donc, dans d'autres Contrairement cas... peut-être, mettons, au domaine de la gestion de projet ou essentiellement, puis le domaine même de l'ingénierie. L'ingénierie, c'est ça, hein? C'est toutes les... Finalement, pourquoi on aime la loi de la nature, c'est qu'on sait que c'est F égale MA. Ce que je reproduis toujours ça va toujours se faire de la même façon, donc je suis capable de prévoir le futur. Puis, je suis capable d'appliquer des règles, puis à ce moment-là, être capable de faire des pompes, être sûr qu'ils ne s'effondreront pas, qu'on soit des buildings de 50 étages. Puis, c'est pour ça qu'on engage des ingénieurs, dire, ben, fais-moi ça, parce que je veux être sûr, justement, que ça ne s'effondre pas quand on arrive au 18e étage, parce que, puis c'est la même chose, souvent dans le domaine de la gestion de projet, on dit, ben, écoute, tu as des techniques, toi, qui vont être capables de dire, ben, si on a toujours fait un projet de cette façon-là, ben, avec mes calculs, puis mes choses, je vais être capable de pouvoir te dire, oui, on est à temps, on ne sera pas à temps, puis, mais là, toi, en train de nous expliquer qu'il existe ce pan de mur-là aussi dans le domaine financier, mais il existe tout un autre pan de mur qui est plus à ce moment-là, de prévoir, mais pas en fonction de données historiques, mais plus en fonction de stratégies, de modèles. Puis c'est ça que tu mets en place. Exact. Puis quand je parlais d'inducteurs tantôt, c'est des inducteurs opérationnels. Donc, c'est de dire à la fin de la journée, quand on a le modèle financier, voici les bases sur lesquelles on a des leviers, sur lesquels on peut interagir. Et c'est ça qu'on fait varier, d'ailleurs, dans un modèle financier pour voir ça va être quoi les impacts futurs dans les prévisions. Puis pourquoi je fais cette introduction-là, c'est que ma compréhension, ou mettons, si j'essayais de résumer à 30 000 pieds d'altitude,
c'est quoi le Power BI pour moi? Je dis, écoute, c'est pas compliqué, là. Il existe des sources de données. Maintenant, de la donnée, on en capture. Surtout avec les objets intelligents, là, on capture de la donnée. Puis l'intérêt, c'est de pouvoir être capable de prendre ces données-là pour justement être capable de prévoir le futur. Ben, c'est-à-dire que dans le Power BI que je vois utilisé aujourd'hui dans les entreprises, on est beaucoup dans l'analyse des données passées et actuelles. On est très peu dans prendre ces données-là pour projeter l'avenir. Je sais qu'à Azure, il y a le machine learning, ces choses-là qui sont plus vers le Donc, on n'est même pas essayé de prévoir le futur, c'est juste comprendre ce qui s'est passé. C'est ça. Puis expliquer pourquoi on a eu une perte de vente il y a 3 mois. Exact. Donc, on est plus dans l'usage actuel qu'on en fait. Évidemment, l'idéal sera de venir éventuellement à prendre cette information-là pour mieux prévoir l'avenir puis mieux préparer l'avenir, si j'ose dire. Mais dans l'usage actuel, on est encore dans l'analyse du passé. Pourquoi ça? Est-ce que c'est parce que aujourd'hui, c'est encore vraiment le gros focus, c'est marquer le passé, pour ça que c'est ce genre de mandat-là qu'on t'approche? Non, ben en fait, je vais juste faire une nuance tout de suite. Moi, mon parcours, il est vraiment en finance. J'ai un titre comptable, mais je suis vraiment en finance. Puis ça, c'est une grande erreur. La finance, c'est pas la même affaire. C'est une grande erreur que les gens font. La finance et la comptabilité, c'est 2 choses complètement différentes. La comptabilité, c'est effectivement davantage de prendre tous les chiffres puis présenter des états financiers, etc. Et de le faire selon des normes pour qu'on puisse comparer 2 entreprises entre elles puis pas comparer des pommes et des oranges. Donc, il y a des normes à suivre et tout ça. Ça, c'est la comptabilité. C'est ce qui est fabuleux. Ça fait au-dessus de 2000 ans qu'on utilise la même, tu sais, la double écriture. C'est quelque chose qui existe puis qui est assez standardisé. C'est d'ailleurs pourquoi qu'on a informatisé ça en premier, parce que c'était facile. Les besoins changeaient pas et c'était les règles. Exact. Mais là, les règles évoluent, puis sont internationales, puis il y a plein de subtilités. Mais bref, ça, c'est le côté comptabilité. Donc, finance, c'est quoi? Finance, on est justement plus dans les projections. Quand je parlais de modèle financier, on s'intéresse beaucoup plus à prendre des bonnes décisions d'affaires. Donc, des fois, ça va nécessiter d'analyser le passé, des fois de faire des projections. Quand je dis l'usage de Power BI en ce moment se fait plus sur l'analyse du passé, c'est pas en fonction des besoins des gens, c'est de un, en fonction de c'est toujours ça qu'ils ont fait, puis ils continuent de faire ça. Mais de 2, l'outil s'utilise beaucoup plus facilement pour des débutants, si on va dire, avec cet outil-là, pour analyser des données passées que pour créer des formules de projection éventuellement. Donc, si on prendrait un scénario... Là, je suis dans l'abstraction. Allons dans le concret. Concrètement, là, si on prendrait un scénario bien banal que les gens font très souvent avec Power BI, avec un exemple que tout le monde va faire comme « Ah, OK, c'est ça. C'est de ça qu'il parle. » Ben oui, en fait, ce qu'on voit le plus souvent, puis qui est commun à toutes les entreprises, c'est les ventes. La plupart des entreprises font des ventes. Les entreprises font des ventes. Habituellement. Donc, ça veut dire qu'ils ont des produits qui ont vendu à un certain prix, qui ça génère des revenus. Exact. Puis là, on veut, par exemple, voir quelle a été la performance par produit, par région. Dans quelle région on fait mieux? Est-ce qu'on a fait mieux que l'année dernière? Est-ce qu'on a fait mieux que la veille? Est-ce qu'on est en ligne avec notre budget, par exemple? C'est quel représentant qui a vendu le mieux? C'est quoi la moyenne que les représentants ont vendu? On devrait-tu ajuster la rémunération en fonction de ça? Ce que tu es en train de me raconter, c'est le scénario très, très classique qu'on avait dans Excel, de se faire des tableaux avec des tricroisés. Tu sais, je pognais ma colonne, je l'amenais, en tout cas, je l'amène dans le coin, en haut, là, puis là, maintenant, ça va filtrer par ça. Donc, ce type de tableau-là, c'est ça que les gens font beaucoup encore. Beaucoup encore, mais évidemment, là, il y a plein de cas. Si je regarde les dossiers sur lesquels nous, on travaille en ce moment, chaque entreprise utilise Power BI pour des besoins bien particuliers aussi. Là. Il y a plein de cas de figure très, très différents, mais ça, c'est l'exemple classique. Par contre, ce qu'on pouvait faire avec Excel, puis ce qu'on peut maintenant faire avec Power BI est complètement différent, mais le type d'analyse se ressemble souvent quand vient le temps quand on parle des ventes. Si on essaie d'expliquer, c'est quoi la grosse différence? Donc, premièrement, dans Power BI, tu as le mot puissant, Power. Ouais. Donc, à quelque part, on s'entend que ça devrait faire plus qu'Excel. Sinon, il n'y aurait pas mis le mot Power. Exact. Puis, vu qu'il y a le mot Power devant le mot BI, c'est que ça doit prendre le BI et probablement faire plus que le BI. Puis là, ça nous force à définir probablement qu'est-ce que c'est le BI. Bon, c'est un acronyme pour Business Intelligence. Oui. Ben, en fait, intelligence d'affaires ou intelligence métier. Je ne sais pas quand en France, s'ils utilisent une autre traduction qu'intelligence d'affaires. Je me suis déjà fait dire que l'Office de la langue française disait que intelligence d'affaires, c'était pas le bon terme, que c'était plutôt
pas intelligence économique, mais quelque chose qui ressemblait à ça. Puis... Business intelligence, en tout cas le terme anglophone, la majorité de nos auditeurs, si t'es en informatique, tu devrais savoir qu'est-ce que c'est. Exact. Puis l'acronyme BI, même maintenant, on entend beaucoup parler. Exact. Puis, tu sais, pour résumer en un mot, la BI, c'est de prendre justement les données brutes qu'on a dit dans plein de systèmes, de plein de sources de données, des données vraiment brutes, pour les transformer en informations utiles pour la prise de décision. Donc, on a plein de données partout, sont souvent emmagasinées dans nos systèmes. On sait que l'information est là, mais on n'est pas capable d'avoir une vue d'ensemble parce que tout est dans différents systèmes et il n'y a rien qui se parle ensemble. Et donc, l'objectif de la BI a toujours été ça, de prendre les données brutes et les transformer en une information sur laquelle on va pouvoir se baser pour prendre des décisions. Souvent, quand on va parler justement d'un fameux schéma en étoile, c'est qu'on va créer ces fameuses dimensions-là, la dimension temps, dimension type de produit. Puis là, après ça, on va organiser nos données brutes selon ces dimensions-là pour être capable après ça de faire nos fameux tableaux de tricoisés. Là, on parle de data warehouse, peut-être? Bien, en fait, la BI traditionnelle, ça menait souvent à des entrepôts de données. Donc, souvent, c'était des projets, il y en a encore, je parle au passé, il y en a encore. C'est des projets énormes, c'est des projets énormes, très longs, très coûteux. Et aussi, ce qu'on s'est rendu compte dans certains échecs qu'on a vécu, c'est que les gens qui font les entrepôts de données, qui sont souvent des gens de TI, les font évidemment pour que ce soit les gens d'affaires qui les utilisent. Et c'est deux groupes de personnes qui ne parlent pas vraiment le même langage. Et donc, les gens d'affaires ont des besoins, ils les expriment comme ils le pensent. Les gens de TI le comprennent comme ils se le font comme dire. Ils peuvent le comprendre. Et ce qu'on s'est souvent rendu compte, c'est que le taux d'échec était élevé dans ces projets-là qui, pourtant, sont coûteux et longs à mettre en place parce qu'il y avait ce manque de collaboration, en tout cas de compréhension de ces deux groupes d'individus-là. Souvent, je ne sais pas si on veut dire que c'est une erreur, mais dans ces entrepôts-là, on commençait à dire qu'on va bâtir on va tout filtrer, nettoyer nos données utilitaires. Tu sais, par exemple, les types de produits, en tout cas, toutes les fameuses, quand on fait un schéma de base de données, nous autres, on va appeler ça souvent les tables utilitaires, là, les mois, les années, ces choses-là. Donc là, ils faisaient ça, puis là, ça prenait un an et demi, puis à un moment donné, quelqu'un dit, bon, ça fait un an et demi, vous avez dépensé X millions de dollars, je peux-tu avoir des données? Non, on n'a pas encore de vraies données qui sont intéressantes, parce que les ventes n'ont pas encore commencé à rentrer, on est juste en train de rentrer les produits. Quand est-ce que vous allez mettre les ventes? Ah, c'est prévu, dans 2 ans et demi, on va arriver là. Oui, effectivement, c'est une longue gymnastique, mais en tout cas, le point qui était vraiment, qui je crois est à la base du Power BI, c'est que même dans les projets qui réussissaient, donc qui finissaient par avoir un entrepôt de données, avec souvent des cubes aussi ou des data marts qui étaient utilisables par les usagers, venait un temps où les usagers disaient « Ah, c'est le fun ça, mais je voudrais faire telle affaire, est-ce que je pourrais le faire? » Puis là, l'architecte en arrière disait « Oui, mais il va falloir changer des choses, donc dans 6 mois, tu pourras... » Parce que tu as utilisé le terme cube, donc je parlais tout à l'heure un peu de nos fameuses dimensions. Bien, si on projette toutes ces dimensions-là dans un espace en 3 dimensions, on dit « Ah, ça ressemble à un cube », d'où l'analogie, on dit « Ah, ben là, on t'a bâti un beau cube ». Mais les dimensions, ils sont pré-cannés ou en tout cas pré-définis, surtout avec ces outils-là qu'on avait historiquement, c'était pas facile de modifier. Donc là, c'était comme, ben là, tu voudrais analyser selon cet axe-là, je l'ai pas. Exactement. Donc, puis là, pour te faire ça, ben j'ai besoin d'un autre 6 mois. Oui. Puis au bout du compte, ben là, t'avais... Ouais, pour l'usager, l'entrepôt est fermé à clé, là. On peut pas réellement y accéder ou changer la structure à l'intérieur, là. Exact. Donc, l'objectif de la BI traditionnelle, c'était de rendre la vie plus facile aux usagers pour qu'ils accèdent à leurs données facilement, puissent faire leurs analyses facilement. Puis finalement, dans bien des cas, même quand le projet au départ était bien conçu, bien vite, il y a eu des besoins supplémentaires. Puis là, le cube, dans certains cas, ou peu importe, répondait plus aux besoins, ou il y avait des données là qui étaient essentielles pour faire l'analyse, mais il fallait aussi aller chercher des nouvelles données ailleurs, parce qu'une entreprise, par définition, c'est dynamique. Ça a acheté une filiale, ça a ouvert une nouvelle succursale, ça a donc l'entrepôt, souvent c'était les cubes, les problèmes, ils devenaient périmés assez rapidement, même après tout ce temps-là investi. Donc, la promesse de Microsoft avec Power BI, donc le mot Power en avant, c'est de bonifier l'expérience du BI pour
est-ce que c'est la changer? Est-ce que c'est un virage à 180 degrés qu'on propose ou c'est juste une évolution plus mince, plus minime? Ben, en fait, c'est complètement nouveau dans le sens où, premièrement, Power BI, à la base, c'est ce que Microsoft a appelé du self-service BI. Donc, la BI en mode libre-service. Ça veut dire que moi, l'usager, j'ai pas... je peux, mais supposons que j'ai même pas d'entrepôt de données, pas de cube de données. Moi, l'usager, je suis, par exemple, dans mon fichier Excel ou dans d'autres applications, mais on va rester dans Excel pour le moment. Et je peux aller me connecter à différentes sources de données. Ces sources de données-là ne sont pas toujours très belles. Il y a des systèmes qui fournissent des données un peu tout croche. Donc, je peux, moi, en tant qu'usager, nettoyer toutes ces données-là, en faire des belles tables de données bien structurées. Et on parle de schéma en étoile puis de relations avec des tables de dimensions et tout ça depuis tantôt. Eh bien, je peux, comme usager, me créer mon petit schéma en étoile dans mon entrepôt de données qui est attaché à mon fichier Excel et faire mes analyses par la suite. Donc, c'est prendre finalement ces concepts-là qui étaient dans des produits très dispendieux, très complexes à maîtriser. Et là, on les a simplifiés. On a rendu l'expérience utilisateur assez simple en disant, mais écoute, toi, l'expert du domaine qui utilise Excel, on va te donner la capacité de faire ça dans Power BI, ce que, historiquement, certaines personnes faisaient dans Excel. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait tous ces gros projets-là, tu avais souvent en parallèle, dans le département, des gens qui eux autres disaient, ben regarde, moi, j'ai colliqué des données dans des tables, puis là, tu te retrouves avec des Excel avec des millions de rangées, puis je fais mes requêtes, puis je réussis au moins à me sortir des graphes, puis très souvent, ben le département lui arrivait avec des données qui étaient peut-être pas parfaites, mais au moins il y avait des données pendant que le gros projet BI, lui, il avait pas encore de données. Oui, puis en fait, c'est Forrester qui a sorti des chiffres là-dessus. Dans une entreprise où il y a des entrepôts de données, c'est 15 à 20 de la BI qui est faite par les TI. Tout le reste est au-dessus de leur tête, souvent dans des fichiers Excel, parce que les gens, il y a quelque chose à produire pour ce soir, 5 heures, donc il n'y a pas d'accès à des données. Ben, on s'arrange comme on peut. On collique dans Excel. Exactement. Puis, donc, le Power BI, est-ce que ça va s'appuyer beaucoup sur Excel comme outil de présentation puis de manipulation des données? En fait, oui et non. C'est-à-dire qu'on peut, et c'est l'idéal pour quelqu'un qui est habitué avec Excel, on peut prendre les add-ins Power BI, donc toutes sortes d'add-ins qu'on ajoute à notre fichier Excel pour le rendre pour le bonifier justement, pour faire qu'est-ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire se lier à différentes sources de données, faire le ménage des données, faire nos schémas en étoile et tout ça. Donc, ça, c'est des add-ins qu'on greffe à notre Excel. Donc, l'usager d'Excel, il reste dans son environnement, mais il y a maintenant des avenues supplémentaires puis des outils supplémentaires. Parce que l'expérience de base de Power BI, c'est que tu vas sur un site web, donc c'est une expérience web, t'es sur le cloud, dans une page où qui est un peu que ton Office 365, t'as ton Office avec ton compte, mais là, t'as ton compte Power BI, puis on te donne une expérience web. C'est ça à la base? Ben en fait, c'est ça. Il y a deux choses, je veux juste pas les mélanger, okay. Mais il y en a une qui est Excel. Donc, Excel base, je suis sur mon espace de travail, je suis on-premise, là, dans mon Excel. Sur un PC, dans une organisation. Puis j'ai mes add-ins, puis je peux faire toutes ces choses-là avec certaines limites, là, évidemment, en termes de puissance et de Est-ce qu'il faut que je sois connecté forcément à Internet? Non, mais c'est ça. Donc, pour celui-là, non. Donc, ça marche vraiment. Là, les add-ins sont attachés à mon fichier Excel. Donc, si je crée mon petit entrepôt de données, si on veut, ou mon petit cube de données virtuel, il est attaché à mon fichier Excel. Puis ça demeure un fichier Excel, mais avec toutes ces capacités-là de se lier à différentes sources de données, puis les transformer, puis de faire le modèle derrière. Puis tu as toute une série d'add-ins, Power BI, Power Query. Power Query, c'est celui qui se lie aux sources puis les transforme, fait tout le nettoyage. Okay. Power Pivot, c'est là où on crée les relations entre les différentes sources de données avec une clé commune. Donc, on fait nos schémas en étoile et autres. Sans savoir que c'est un schéma en étoile qu'on fait. L'utilisateur, lui, on a enlevé la théorie en arrière et on a juste créé des interfaces utilisateurs. Démocratisé. Oui. Un peu comme il y a très longtemps, quand Microsoft ont sorti les premières fois leur base de données SQL Server, mais ils démocratisaient les bases de données relationnelles qui, historiquement, avec les produits comme Oracle, étaient gardées d'une chasse gardée pour une certaine classe. Mais là, ils ont rendu ça plus simple. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de développeurs qui sont capables, avec un SQL Server, de créer des tables, tout ça. Ils ne demandent pas de faire ça dans Oracle parce que là, je ne sais pas comment le faire si j'ai pas une interface visuelle. Exact. Donc, Power BI veut faire un peu la même chose, mais pas pour les développeurs, mais pour les gens de domaine métier. Oui, puis c'est sûr que d'avoir les connaissances de base
nuit pas, parce qu'il y a des choses à un moment donné que l'usager va vouloir faire, puis ça marchera pas, puis il va se demander pourquoi. Donc, c'est sûr que s'il y a les connaissances de base, ça nuit pas. Mais il peut quand même toujours s'en sortir ultimement, là, donc à faire ses propres modèles. Et du côté d'Excel, on peut continuer d'utiliser Excel pour faire le reporting, mais sinon, il y a aussi Power View et Power Map qui sont des outils de visualisation un peu Ça, c'est différents. tout dans ton Excel. C'est des add-ins dans Excel. Oui, ça, c'est donc une option. Parce que moi, si je tape aujourd'hui Power BI puis je vois sur le site web, on me présente plus que l'expérience cloud. Oui, parce que je voulais commencer par là parce qu'on parle d'Excel depuis tantôt. Ouais. Par contre, ce que Microsoft aujourd'hui, puis là, ça a changé au fil du temps, mais ce que Microsoft appelle Power BI aujourd'hui, c'est 3 choses. Premièrement, ils ont pris toutes ces add-ins-là qui étaient dans Excel, ils les ont enlevés d'Excel, ils en ont créé une application. Donc, une application qui est complètement dissociée d'Excel, mais qui fait tout ce que les add-ins qu'on a mis dans notre Excel faisaient, c'est-à-dire le Power Query, le Power Pivot, le Power View. Pas le Power Map pour l'instant. Donc, on a pris ces 3-là, puis on a fait une application qui s'appelle Power BI Desktop. Desktop, c'est ça. Okay. Donc, ça, c'est devenu... Puis c'est des vues tabulaires encore. C'est des tableaux d'information que je vois. Oui, bien en fait, c'est ça. Je fais mes requêtes, get data. Je vais aller chercher mes données. Dans quel système? Mais contrairement à Excel, je suis pas capable de dire je vais attacher des formules en arrière de mes colonnes, puis linker ça avec d'autres tableurs, tout ça. Là, En fait, il n'y a pas, effectivement, on n'a plus d'Excel, fait qu'on n'a pas de formule Excel. Par contre, le Power Query, ou l'outil de requête, a un langage de programmation qui s'appelle le langage M. Donc, quand c'est pas suffisant de prendre les boutons ou les assistants de requête, je peux aller dans le langage de programmation en arrière puis le personnaliser. Et du côté de notre interface qui sert à créer les relations entre les différentes sources puis à créer nos schémas en étoiles, là aussi, il y a un langage de programmation qui s'appelle le DAX. Et là, on doit, la plupart du temps, pour faire un modèle intéressant, faire des nouvelles mesures. Le pourquoi Microsoft ont décidé de recréer une nouvelle application complètement à côté puis de pas... Les add-ins existent encore dans Excel, mais de plus s'appuyer sur Excel. C'est-tu comme la prise de conscience qu'à un moment donné, Excel, il y avait trop de patrimoine qui les tirait par en bas, puis ils se sont dit, faut repartir à neuf pour vraiment alléger l'interface utilisateur? Bien, en fait, la vraie raison que Microsoft donne, puis je pense que c'est le cas, parce que si on regarde ce qui s'est passé dernièrement, ça tient la route, c'est de dire on va les exclure d'Excel juste pour faire un développement plus rapide. Et effectivement, Power BI Desktop sort des nouveaux updates à tous les mois. À tous les mois, tandis qu'Excel, lui, évolue à son rythme. On fait des versions, ouais. Donc, je pense que c'était beaucoup de dire, on va avoir une version, les gens vont la tester, vont nous donner leur feedback, donc on va pouvoir très, très rapidement évoluer, avec la promesse que quand on va arriver à un stade intéressant puis qu'il va y avoir une nouvelle sortie, une nouvelle version d'Excel, ça va se retrouver aussi dans Excel. Donc, je pense qu'il y a 2 raisons. Okay. Il y a aussi, parce que le Power BI Desktop, c'est un outil de 3 outils. Je vais juste vous donner les 2 autres. Je vais vous expliquer après pourquoi on l'a sorti aussi d'Excel. Power BI Desktop, c'est donc l'outil qui me permet de créer tout ça. Mais il y a aussi le Power BI Service, qui est là où je vais publier tout ce que j'ai créé. Donc, tous les rapports que j'ai créés, tous les modèles de données que j'ai créés, je vais pouvoir les publié sur ce site web-là, qui est effectivement 100% en ligne. Donc, avec le Power BI Service, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner des commandes, pas pour que ça soit publié à partir de ton PC, mais que ça soit publié sur un site web que fournit Power BI, finalement, mais qui est visible dans l'Internet. Dans le cloud. Exactement. Puis Power BI Mobile, ben c'est évidemment le Power BI Service, mais que je peux consulter à partir d'un téléphone intelligent ou d'une tablette. Donc, c'est cette série de 3 applications, dans le fond, qui s'appelle Power BI aujourd'hui. Maintenant, c'est assez complexe d'expliquer ça rapidement, mais je pourrais continuer de développer tout ce que je fais dans Excel avec les add-ins et le publier sur le site web Power BI Service. Ouais, comme ce que tu as dit, c'est que ces 3 produits-là, Microsoft, à 3 fois qu'ils sortent une nouvelle version, comme là, Office 2016 vient de sortir, donc Excel 2016, ils ont pris toute la dernière version et ils l'ont intégrée dedans. Exactement. Là, Excel est gelé pour un certain nombre de mois, 12 mois, 18 mois. Le produit continue à évoluer, puis dans 18 mois, ils vont resynchroniser, puis en utilisant les 3 produits que tu as nommés, ça permet quand même d'aller chercher toutes les dernières fonctionnalités, puis les autres arrivent au mois.
Fait que c'est encore possible aujourd'hui soit de développer dans Excel, soit de développer dans Power BI Desktop, puis de publier éventuellement sur Power BI Service. Donc, on a deux façons de le faire. Et dans Power BI Service, bien, on a toutes sortes de fonctionnalités pour partager, collaborer sur le développement de nos tableaux de bord. Et chacun peut se créer son tableau de bord personnalisé. Donc, on est vraiment là, dans quelque chose de plus... Donc, la vision de Microsoft, c'est quoi? C'est en amenant toutes tes données sur le cloud, puis en faisant que qu'on puisse être plusieurs, c'est essentiellement le nouveau portail pour analyser ces informations-là. Ce que Microsoft voudrait, c'est que ça soit tout Power BI pour les entreprises. Exact. Donc, c'est vraiment, effectivement, le portail. Et depuis peu, ça l'empêche pas, on n'a pas besoin de mettre nos données dans le cloud, c'est-à-dire qu'on peut se connecter à des données on-premise aussi, à partir du portail. Ça devait être une grosse contrainte. Si tu dis aux compagnies, il faut qu'ils soient toutes dans le cloud. Mais là, j'ai un paquet de données, moi, qui sont chez nous, sont sécurisées, sont en arrière d'un firewall, puis je veux surtout pas les sortir. Exact. Donc, puis là, il y a ce que Microsoft a appelé les gateways, mais qu'est-ce qui sert à aller se connecter? Ça peut être des données qui sont sur Analysis Services, mais ça peut être aussi des données dans des fichiers Excel éventuellement. Bref, il y a une façon de l'utiliser. C'est pas... faut l'utiliser de la bonne manière, mais on est capable, donc, de se connecter à des données ou des bases de données on-premise, là. OK. Puis, puisqu'ils sont théoriquement proches de toi... parce que quand on va bâtir nos requêtes, là, ces données sont chez moi, ils transigeront jamais sur le cloud à ce moment-là ou ils vont juste se promener finalement juste pour finir pour m'être présentés, puis mais ils seront pas stockés sur. C'est ça, c'est pas l'ensemble qui va être stocké, c'est vraiment la table qu'on a construite par le biais de la requête qu'on va voir dans le nuage. C'est ça, c'est les résultats de la requête. Exactement. Okay. Du modèle de données, ouais. Je dois dire que c'est assez facile à utiliser. Je vais te donner ma petite histoire de Power BI. Là. Je prépare une présentation sur l'Internet des objets, là, IoT, avec les Raspberry Pi, des appareils mobiles. Je pousse les données dans Azure là, avec Event Hub. J'analyse mes données avec Stream Analytics. Puis ça, c'est les données live. Là. Et puis, il y a un output qui est possible avec Stream Analytics dans Power BI. Donc, jamais utilisé Power BI de ma vie. Je télécharge, je fais mon hook, tout ça. Je vois que mes données sont bien poussées. Je télécharge l'application desktop. Quelques clics, pouf, 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 mes données apparaissent. J'ai été capable de me débrouiller même sans formation, là, juste en regardant un blog, là, une ou deux pages, that's it. Puis, je veux dire que ça a été super, super facile d'arriver à créer un graphique à partir de mes petites données là, que je récoltais. Là. Donc, je peux voir là, l'avantage de quelqu'un qui est très familiarisé avec des outils de reporting, par exemple, ou Excel, puis d'utiliser un produit comme ça là, qui simplifie le travail. Là. Parce que c'est ça, une des promesses que Microsoft fait avec ce produit-là, c'est de dire, OK, maintenant, là, il n'y aura plus des gourous au groupe d'informatique qui vont être vos spécialistes de vos données. C'est vous qui connaissez vos données, qui allez être le gourou parce qu'on va vous rendre des outils assez simples que vous allez pouvoir littéralement travailler avec vos données, puis plus être à la remorque d'un groupe qui dit, ben là, nous autres, on a besoin de 6 mois pour te faire ça, puis 18 mois. Exact. Finalement, là, c'est le temps que ça te prend pour faire tes modèles, les données, puis ça se fait en quelques jours, là. Tu peux... selon la complexité, ça peut être un peu... C'est une grosse révolution, là. Oui, exact. Il y a toujours... Les gens de TI vont toujours dire « Ouais, mais il y a une faille parce que, tu sais, les entrepôts de données, les cubes, tout ça, avec pour objectif d'avoir une seule version de la vérité. Là, si chaque usager commence à aller faire ses propres modèles, peut-être qu'il y aura des erreurs de conception. Donc ça, c'est comme un argument pour dire « Non, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut que ça soit moi qui continue à être le roi sur la montagne. » Ben oui, on n'a pas tout à fait tort dans le sens où je pense qu'on peut quand même avoir des balises puis tout ça, puis il y a quand même des options de partage pour pas
parce que l'autre chose qu'on veut pas faire, c'est qu'il y a, comme avec les fichiers Excel, qu'il y ait 25 fichiers Excel dans l'entreprise qui font à peu près la même affaire. Donc, Microsoft a quand même réfléchi à des options pour qu'on partage entre nous. Moi, j'ai créé un modèle de données. Ça m'a pris 2 semaines de créer. Puis, il y a quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui a exactement besoin de ça, mais pour faire une analyse complètement différente, bien, je peux le partager, puis ça devient une source pour cette personne-là qui fait ses propres analyses. Fait que ça a été réfléchi. La dernière étape qui reste pour être du BI aussi... Du self-serving BI, comme tu disais. Bien, ça, c'est très self-service, mais pour être plus corporate, si on veut, c'est l'option de sécurité au niveau row-level security. Donc, par exemple, si on a une base de données, puis mes directeurs peuvent voir leurs données, mais pas les données des autres directeurs, par exemple. Donc, il y a de la sécurité qui est mise à une certaine granularité. Moi, quand je suis dans Power BI Service en ligne, je me connecte à des données, j'ai accès ou j'ai pas accès. Il n'y a pas cette granularité-là ou cette différence-là, à part si j'utilise le connecteur qui est disponible pour Analysis Services. Ça veut dire que si j'utilise ce connecteur-là, mes données doivent être sur Analysis Services avec la bonne sécurité, mais je ne peux pas croiser avec rien d'autre, je peux juste me connecter sur ces données-là. Okay. Alors, si jamais c'est un besoin, ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que oui, il va falloir continuer un peu dans la BI traditionnelle, sauf que l'usager va être arrivé jusque-là par lui-même dans le développement. Il n'aura pas embauché une grosse équipe pendant 2 ans pour développer le truc. Il va déjà savoir ce qu'il veut, il va déjà avoir monté les rapports. Ce faisant, il va déjà savoir ce qu'il a de besoin comme information en arrière. Donc, dans ce cas-là où je pense que on atteint la limite là, de ce que le self-service BI peut faire, c'est quand même intéressant de dire, ben on repart pas de zéro. Là. L'analyste va aller voir la personne qui va éventuellement faire le modèle tabulaire, puis va lui expliquer qu'est-ce qu'il a fait dans Power BI. Il faut juste le répliquer à ce moment-là. On a sauvé beaucoup, beaucoup de temps. Puis là, les fameux 2 groupes d'usagers qui se comprenaient pas se comprennent maintenant parce qu'il y a un outil pour parce qu'on peut le voir en disant les choses qui deviennent très stables, qui répondent à des besoins qui sont très récurrents et toujours pendant les mains, c'est ceux-là qu'on va mettre dans des beaux modèles où est-ce que là, on va faire du nettoyage pour s'assurer qu'il y a une seule source de vérité. Mais tout ce qui est encore en mouvance et qui n'est pas encore ça, ben là, les experts travaillent avec, puis à un moment donné, ça devient vraiment quelque chose qui est un problème récurrent, ben là, on fera travailler, mais plutôt que de partir un projet où tu ne vois jamais les données arriver. Exact. Fait que sinon, c'est vraiment... tu sais, parce qu'on dirait qu'à un moment donné, les TI aussi se sont un peu perdus dans leur utilité dans l'entreprise. Ils sont là pour servir le client d'affaires et non l'inverse. Puis c'était un peu débalancé. À un moment donné, on aurait dit que les gens de TI se créaient quasiment un emploi. Je vais pas me faire des amis. Je vais pas me faire des amis en disant ça. Mais c'était un peu ça, tu sais, c'est la chasse gardée des données. Puis la tour d'ivoire. Ben c'est ça. Puis les analystes disaient, ben moi, à la fin de la journée, TI, pas TI, j'ai une analyse à fournir, puis je suis payé pour la fournir, fait que je vais m'arranger comme je peux. C'est ça qu'on évite complètement. Ça, c'est dans la grande entreprise où il y a des entrepôts de données, tout ça. Mais dans la moyenne entreprise où on n'a pas les moyens de faire ça, Power BI vient aussi répondre à un gros besoin. Là. C'est comme, moi, les premiers clients qui m'ont appelé pour qui se sont intéressés à Power BI, c'était la PME. Parce que exactement pour ces raisons-là. Ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas non plus l'intention d'embaucher une équipe pour faire ça. Ils n'ont pas d'experts sur place dans leur équipe. Et donc, ils ont vu là une possibilité par eux-mêmes d'arriver à faire des choses assez intéressantes. Puis ça a été vraiment, c'est eux qui ont manifesté les premiers désirs. Souvent, le chemin que Microsoft prend, il part de ceux qui sont mal servis. Puis c'était la même chose à l'époque, ça remonte à longtemps, les premiers réseaux. Tu avais les gros mainframes, puis tu avais des réseaux de PC. Qui est-ce qui achetait ça en premier? C'était pas le corporatif, c'était des petites PME qui disaient hey, je vais être capable de connecter 3-4 PC ensemble. Puis donc là apparaissaient historiquement les réseaux Novell, puis après ça, bon, on a simplifié ça. Donc là, on est un peu dans la même... il y a une certaine similarité, mais c'est pour le BI, c'est pour l'analyse des données. Où est-ce que là, on veut littéralement... on rend ça assez simple que les PME, eux autres, ils voient tout de suite la valeur. Oui, puis en plus, pour eux, c'est plus facile de passer à l'outil, tout de suite ils n'ont pas un patrimoine qui les tire par en C'est ça. Ouais. Tu sais, moi, j'ai des clients dans la grande entreprise qui sont encore avec Excel 2003. Puis quand je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites en 2003? Oui, mais tu comprends pas tout l'impact que ça peut avoir chez nous quand on change de version, puis quand on...
Juste Puis tester effectivement, je toutes comprends nos pas. macros en arrière, ça prend tellement de temps c'est un projet qui coûte des millions, puis il est jamais accepté parce que ça coûte trop cher. Ben, c'est ça. Puis il y a souvent dans les entreprises manufacturières, par exemple, il y a des systèmes de production qui sont liés à je sais pas de quelle façon, mais à des programmes Office et tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions à faire quand vient le temps de migrer vers une nouvelle version. Puis même des fois, j'ai un client qui était en 2003, puis lui était directeur de la présentation de l'information financière. Puis je disais, il faut vraiment que tu changes de version. Au moins, change-toi sans changer l'organisation au complet. Puis à un moment donné, il m'appelle et il dit, tu vas être contente, j'ai changé de version. Je disais, t'es en 2013, 2016 n'était pas encore sorti. Puis il a dit, non, je suis en 2007. Pourquoi? C'est ça. Donc, la grande entreprise, c'est ça aussi le problème. C'est faire changer la mentalité, puis le processus d'approbation, puis de déploiement, puis tout ça. Tandis que la PME est beaucoup plus flexible. Vous avez un nouvel outil pour moi, il coûte pas cher, amenez-le, je vais le prendre. Puis, surtout dans le cloud aussi, avec l'offre Power BI dans le cloud, c'est comme pas grand-chose à installer. Il n'y a rien à installer. Donc là, l'infrastructure des serveurs, tout ça, on n'a pas besoin de s'embarrasser nécessairement. Il faut juste connecter les données. Il faut s'arranger pour que ça soit sécurisé, là, mais c'est faisable. Donc, tu dis, ça coûte pas cher. Donc, c'est pas gratuit, cette affaire-là. Ben en fait, il y a une offre gratuite depuis 24 juillet. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, Power BI Desktop, évidemment, c'est gratuit pour tout le monde, mais quand on peut pas le publier, ça cher. Ça pas les applications pour utiliser sont gratuites parce que la façon de commercialiser, c'est quand tu publies. Donc, quand tu veux rendre utile tes données, c'est là qu'il faut que tu ailles En fait, il y a une offre gratuite là aussi. Il y a une offre de Power BI Service à 0$ en ce moment. C'est juste qu'elle a moins de fonctionnalités, il y a moins d'espace de stockage, donc on est vite rendu à la limite de stockage. La performance est un peu différente. Bon, les délais de rafraîchissement différents. Ça permet finalement de faire des prototypes et de prouver que la solution marcherait en disant, bon, OK. Exactement. Sans avoir forcément demandé à Microsoft, on voudrait avoir une licence temporaire pour utiliser. Il existe une offre gratuite pour faire ça. Oui, puis je la comparerais un peu, même si c'est pas public, à Tableau public, où on peut on peut utiliser Tableau, mais qu'il faut, eux, dans leur philosophie, il faut le rendre public. Là. Parce que les produits compétiteurs de Power BI, Tableau, ça en est un. Oui. Quel autre produit que tu connaîtrais qui serait un peu comparable? Ben en fait, je dis oui, mais en même temps, c'est tellement pas des mêmes gammes de prix. Mais dans l'esprit des gens, si on parle pas de prix, ils vont essayer de comparer ces deux produits-là. Quand on commence à parler de prix, c'est plus dans le même parce que Tableau, c'est quoi? C'est 100 fois plus cher? Je sais plus c'est quoi les licences aujourd'hui. Probablement que Microsoft a mis une pression à la baisse donc, sur les prix. Ils ont probablement révisé, mais c'était à la base, c'était un produit assez dispendieux. Ouais. Et il y a ClickView aussi, qui est dans cette même famille-là, puis que je pense qu'il est encore plus dispendieux. Donc, les gens se sont tournés vers ces outils-là parce qu'ils sont quand même sortis en premier. Et ce que Power BI n'avait pas avant, qu'il commence à avoir, c'était l'aspect graphique supérieur. Donc, l'aspect graphique était moins intéressant. C'était pas du pixel perfect, puis c'était pas... Et alors que Tableau puis ClickView ont beaucoup axé sur la tape à l'œil. Donc, les gens ont tout de suite été intéressés par ces outils-là, pendant que Microsoft mettait en place tout le self-service BI qui, quant à moi, est toute la richesse de l'outil, parce qu'à la fin, l'information, c'est le graphique. Donc, la force de Microsoft, c'est toujours mettre en place des plateformes, donc de faire en sorte que les utilisateurs soient capables d'utiliser pour créer pas quelque chose qui est pré-canné, mais donc c'est là leur force. Ils ont mis l'accent dessus, puis après ça, ils peaufinent le reste de l'offre. Puis là, depuis lundi, c'était depuis peu, on peut maintenant créer nos propres visualisations puis les importer dans le Power BI Service. Donc, si on veut créer n'importe quoi d'assez sophistiqué, c'est possible de le faire. Tranquillement, pas vite, il rattrape la compétition. Oui, puis quand tu dis lundi, il y a une nouvelle version qui a été publiée. En fait, le rythme est assez élevé. Là. Bien, Power BI Service, il y a un weekly update. Okay. Fait que c'est à toutes les semaines. Le desktop, c'est monthly, donc une fois par mois. Puis j'ai vu pour la première fois, peut-être c'était là avant, puis j'étais pas branchée sur mon réseau, mais j'ai vu qu'il y avait maintenant des updates pour le Power BI mobile. Je sais pas si c'est nouveau, probablement parce qu'il n'y a pas de grande fonctionnalité dans le mobile, outre regarder nos rapports, créer des alertes, c'est ça. Annoter puis envoyer, par exemple, à un collègue une annotation. Mais bref, le développement est à un rythme assez effréné. Mais je dirais même pour la version Excel, le add-in qui s'appelle Power Query, il y a un update à tous les mois depuis le début. Donc, on peut quand même, quand on est dans Excel, aller rechercher... Rafraîchir notre version. Ouais.
Ça coûte-tu beaucoup cher? C'est quoi, c'est sur quoi je veux publier, là. Mais ils me disent quoi? Ça coûte un certain prix par publication ou c'est par nombre de rangées? Comment il marche le modèle d'affaires? Non, c'est des licences par utilisateur, mais évidemment avec un volume limite. Là. Je ne sais pas si on peut éventuellement payer pour transcender donc, c'est le volume. Volume de données. Donc, je suis une personne, un peu comme aujourd'hui, si on regarde Office 365, mais c'est par abonné. Par usager. Puis là, dépendant, je peux avoir 7 $ par mois, ou je vais parler en dollars canadiens, 7 jusqu'à une vingtaine de dollars. En Europe, ça va être en euros, quand même un petit peu moins parce que le taux de change est moins. Mais tout ça pour dire que c'est par tête de pipe, c'est par personne. Ouais. C'est le même modèle ici, c'est par personne. Exact. Puis là, on est probablement pas quelque chose qui est 6-7 $ par mois. Là. Oui, c'est 10 $. En fait, en canadien, là, c'est 12 $ quelque chose par mois. Puis est-ce qu'ils ont aussi différentes offres, une à 12, une à 20, ou il y en a une seule aujourd'hui qui est à 12? Il y a celle à 0 $ que je disais tantôt, puis il y a celle à 12. Ouais. OK, puis c'est 12 $ par utilisateur. Par utilisateur. Donc, pour une PME, c'est pas une grosse dépense, là, parce qu'on parle d'une centaine de dollars par année. Sont souvent 3, 4, 5, 6 personnes. Ils disent, bon, écoute, ça va me coûter 1000 $. Puis là, ils regardent ça, puis ils disent, avant, ça m'aurait coûté 100 000 ou 200 000. C'était toujours non. Là, en licence SQL, puis là, c'est 1000 en matériel. Annuel, puis c'est une dépense. C'est pas une immobilisation. Ça aussi, c'est important pour une compagnie. Hein? Exact. Une dépense, ça réduit... Oui, puis ça va toujours être mis à jour. C'est dans le cloud, donc il n'y aura pas de réinvestissement pour la mise à jour. Ça va être mis à jour automatiquement. Évidemment, la licence qui s'appelle Power BI Pro, elle s'ajoute à une licence déjà d'Office 365. Donc, donc tu peux pas avoir un BI Pro si tu n'as pas acheté une licence Office 365? Je pense que non. J'avoue que je me pose la question. Ouais. Non, je ne penserais pas parce qu'on n'aurait pas accès. Mais je pense que tu as raison, parce que je pense que ces offres-là, c'est toutes des choses qui viennent bonifier Office 365. Puis pour Microsoft, il y a une stratégie aussi, c'est que Office 365 ne sont plus juste en compétition avec les compétiteurs naturels qui seraient Google. C'est que là, c'est comme, tu sais, avec Office 365, tu n'as pas juste la même affaire que Google, tu as tous ces produits-là que tu peux greffer. Puis c'est toujours l'approche qu'ils prennent, c'est-à-dire tu offres tellement de valeur dans l'écosystème qu'à un moment donné, le monde se dit, je vais embarquer dans cet écosystème-là. Exact. Plutôt que d'être dans un écosystème hybride avec un petit peu de Google d'un bord, un petit peu d'Apple, un petit peu de Microsoft. Ce qui est toujours possible aussi, non? Donc, on parle de quelque chose qui n'est pas super... tu sais, la barrière à l'entrée n'est pas si grosse. Puis surtout, mettons, demain matin, je veux commencer. La solution, c'est pas aller s'ouvrir un compte, c'est probablement de partir avec la version gratuite. Bien, déjà, Power BI Desktop, c'est là qu'on travaille le plus les données. Fait que moi, je dirais aller télécharger Power BI Desktop gratuit, travailler là. Puis si jamais après ça, vous voulez tester la plateforme en ligne, bien effectivement, tu peux le publier. L'offre à 0 $. Ouais. C'est ça que j'ai fait quand j'ai fait mon petit test. Puis j'ai téléchargé aussi la version sur iOS. Là, je voyais mes données live, là, mes graphiques là, changer là, sur mon téléphone. C'est fantastique. Moi, c'est ça que j'explique. Je donne beaucoup de formations Excel encore aussi. Puis je disais aux gens, vous rappelez-vous du temps où peut-être pas, mais les gens disaient Excel, c'est un tableur, et ça se limitait à ça. Puis dans ma tête, un tableur, pour moi, c'est une table carrée. Puis je me disais, mais non, Excel, on peut programmer, on peut faire plein de choses. C'est déjà beaucoup plus. Mais là, je leur disais, imaginez qu'aujourd'hui, on est dans Excel, on se lie à toutes sortes de données sur le web, n'importe où. On crée un modèle de données. Bref, on en vient à créer un tableau de bord. Vous l'avez éventuellement sur votre téléphone. Et là, vous avez des alertes même. Vous dites, cette tuile-là ici, qui est mes ventes, envoie-moi une alerte quand ça va passer à tel montant. Pensez-vous qu'on aurait... Est-ce qu'on se serait imaginé qu'on pouvait faire ça à partir d'Excel à l'époque? Je pense pas. Là. C'est des super beaux outils de gestion pour les gestionnaires. Quelqu'un peut bâtir là, justement, c'est un Power BI comme ça avec certaines alertes, là, puis ensuite le déployer aux gestionnaires. Oui, exact. Sauf que, je vais faire mon l'avocat du diable. On s'entend, tu sais, quand tu dis je peux avoir des alertes, tout ça, c'est la partie reporting, c'est pour voir, mais c'est pas un outil opérationnel. Je pourrais pas modifier les données pour générer des nouvelles alertes. Là, faut que j'utilise mes autres produits. Puis souvent c'est normal, là, c'est la chaîne de montage qui génère des données, c'est dans ton cas toi c'est les thermostats, tout ça. Donc c'est intéressant, on peut être notifié, mais c'est
un produit dans une vision de regarder ce qui se passe, pas... D'analyser. Ouais, d'analyser. Mm-hmm. Si on fait référence au mobile, effectivement, c'est que pour consommer l'information puis partager de l'information. Mais le Power BI, évidemment, desktop, c'est tout l'outil de création. Puis on peut aussi faire un peu de création dans le Power BI Service. Là. Mm-hmm. Donc, mais l'outil mobile, c'est vraiment pour consommer. Puis juste pour que je comprenne, la partie Power BI Service, est-ce que ça reprend les mêmes fonctionnalités que le Power BI Desktop ou il faut que tu lui dises, voici mon fichier que j'ai créé avec Desktop, puis ça devient un intrant, puis après ça, là, tu viens bonifier d'autres intrants, entre autres, dire où tu veux publier, puis c'est ça qui fait Power BI Service ou Power BI Service, c'est un Desktop plus avec les connexions et tout? En fait, on peut créer un fichier Excel, le publier sur Power BI Service. Quand on fait ça, le fichier Excel devient inutilisé. Donc, c'est vraiment... Le modèle va maintenant aller se connecter aux sources directement à partir du Power BI Service. Même chose avec Power BI Desktop. Donc, je peux le prendre puis le publier. Puis, dorénavant, c'est juste la mise à jour qui va être faite. Ou je peux même créer à partir de Power BI Service. Donc, je suis en train de parler directement au cloud dans ce temps-là. Mais la différence, c'est que je peux pas créer de modèle de données, transformer mes données et tout ça. Tout ce que je peux faire, c'est me connecter à une source de données puis faire des visualisations avec cette source de données-là. Je peux pas commencer à créer des mesures puis faire des relations entre des tables et tout ça. Donc, quand je suis dans le processus vraiment création, je suis plus dans Excel ou dans Power BI Desktop. Mais dans Power BI Service, rien m'empêche, par exemple, de juste me lier à un fichier Excel puis de faire des visualisations directement. Donc, service, c'est plus live, vivant, les données vivantes, je suis capable de les voir et tout, mais c'est pas là que je vais faire mes modèles. Tu sais. Non, c'est ça. Parce que tes modèles, tu ne feras jamais sur des données vivantes, tu vas faire sur des données sources, comme seulement que tu te sers pour valider, puis à un moment donné, quand tu sais que ton modèle marche, tu dis, OK, maintenant, là, on publie. Mais oui, puis dans Power BI Service, il y a même une option qui est de se lier à différents services, tu sais, MailChimp, Google Analytics, Azure, il y a plein de connexions qui sont, dans le fond, quand je me connecte à ça... C'est des nouvelles sources. C'est des sources de mais données. en fait, c'est plus qu'une source. Par exemple, je me connecte sur MailChimp. Évidemment, ça suppose que j'utilise MailChimp. Je rentre MailChimp, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas, c'est un produit qui sert à faire du publi-postage par email. Exact. Donc, je rentre mes tes credentials. C'est ça, je voulais dire. Moi, on dit ça en français. En tout cas, mon nom d'utilisateur et mon mot de passe pour que ça se connecte avec l'autre système. Et les rapports sont déjà conçus. Mais avec mes données, ils sont préconçus. Donc, ils ont déjà monté des rapports. Donc, Microsoft a monté pour différents fournisseurs de services comme ça des rapports préfaits. En fait, je pense que c'est le fournisseur de services qui a monté ses propres rapports. Ah oui, parce qu'eux autres, maintenant, dans leur offre, ils disent, hey, si tu utilises MailChimp, tu peux aussi avec Power BI, puis voici, Donc, l'écosystème augmente. Eux autres, ils ont une valeur ajoutée parce qu'ils sont maintenant connectés avec Power BI. Tout le monde est gagnant là-dedans. Et il y a dans ces services-là, je parlais de MailChimp, Google Analytics, mais il y a aussi des trucs de comptabilité, justement. Mais Google Analytics, c'est vraiment Google qui l'a fait ou là, c'est pas Microsoft qui l'ont peut-être fait? Je serais surpris que Google ait dit, on va vous aider, vous autres Microsoft, pour cette partie-là. On sait jamais. Ouais, non, effectivement, on sait jamais. On a vu, il y a une entente qu'ils ont faite dernièrement, là, où est-ce que Google va sortir leurs produits sur Windows 10, donc... Bon. Mais bref, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que la personne qui connaît rien à rien dans la modélisation de données et ces choses-là, si elle a déjà adhéré à ces services-là, peut carrément juste se connecter et là, tout est déjà... Donc, j'imagine aussi que les CRM les plus standards, Salesforce, tout ça, tu peux aussi te connecter avec ces outils-là. Puis tu peux prendre les rapports préconçus, mais tu peux aussi en ajouter. Donc, il y a 3 pages dans le rapport, tu as créé une 4e page avec d'autres informations, tu as toutes les données, puis tu peux créer tes propres visualisations. Donc, ça aussi, souvent, c'est de prendre ces données-là puis les croiser avec d'autres données, puis là, c'est là que ça vient avoir un rapport qui est propre à ta réalité. Et c'était compliqué avant de faire tout ça, d'amalgamer tous ces sources de données externes. Maintenant, là, les outils comme Power BI simplifient cet aspect-là, c'est incroyable. Exact. Puis, est-ce que tu vis des fois quand tu présentes à un client en disant, voici ce que tu peux faire, des clients qui ont quasiment les 2 bras à terre en disant, je peux tout faire ça parce que souvent, en tout cas, moi, je le vis avec le produit Visual Studio Online, quand j'explique aux clients, ce qu'on peut faire maintenant au niveau du développement logiciel, les gens font comme, ouais, je peux faire de la télémétrie, je peux ramasser des... Tu sais, il y a comme des nouvelles pratiques où est-ce que même souvent la clientèle n'est pas encore éduquée qu'ils peuvent faire ça. Mais il y a un réel besoin. Quand on dit, c'est pour répondre à ce besoin-là, ils font comme,
Ah, j'ai ce besoin-là, mais je pensais que je ne pouvais pas le satisfaire. Ouais. Ben oui, en fait, ça arrive régulièrement. Juste, tu sais, même il y a des clients qui n'utilisent pas toute la solution. Par exemple, juste Power Query, qui est l'outil qui va chercher des données puis qui fait du ménage de données. J'ai des clients qui, juste ça, c'est déjà une énorme découverte parce qu'il y avait des rapports qui sortaient du système, il y avait besoin d'analyser ces données-là, mais ça sortait dans des formes épouvantables. Puis là, il engageait une petite fille qui prenait ça, qui copiait ça dans Excel, qui essayait de mettre ça en colonne pour que les gens puissent analyser après. Tandis que maintenant, il bâtit sa query, puis là, ça fait qu'au lieu d'avoir 28 colonnes, il y en a juste 4, juste ces 4 colonnes qui veulent voir. Mais c'est tout pré-mâché. Et le matin, il pèse sur le bouton pour rafraîchir ou il a programmé son rafraîchissement de données. Puis là, il peut juste analyser les données. Fait que c'est ce genre de découverte-là, effectivement, les gens n'en entendent pas parler parce qu'ils sont dans leur day-to-day puis c'est pas des grands fans non plus de blogs sur le BI et tout ça. Mais c'est dommage parce que c'est des gens qui en auraient besoin. Ils savent pas que ça existe jusqu'à temps qu'on arrive et qu'on leur présente. Donc, moi, c'est pour ça que je me fais un devoir à chaque fois que je peux en parler, d'en parler. Puis là, des fois, tu as toujours le client qui est réticent parce qu'il voit que tu t'en viens avec une solution qui va coûter cher. Là, quand tu commences à parler de solutions gratuites puis d'ADIN qui peuvent aller télécharger et tester puis tout ça, bien là, les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent pas mal. En terminant, je pense que ça fait pas mal le tour. Est-ce que... y a-tu un blog ou un endroit que tu pourrais dire aux auditeurs qui s'intéressent au domaine, allez lire au moins ce blog-là ou lire cette source-là parce que pour toi, tu trouves que c'est une bonne source pour s'informer? Mais en fait, si les gens lisent l'anglais, Microsoft, sur son site Power BI, a fait une excellente job. C'est pas dans tous les produits, mais pour Power BI, a fait vraiment une excellente job de documentation. Donc, il y a énormément de petits billets de blog, si on veut. Il y a toutes les weekly service updates puis monthly service updates qui sont toujours accompagnés de vidéos aussi pour démontrer expliquer c'est quoi la nouvelle fonctionnalité. Et même, il y a beaucoup sur le blog, sur le site powerbi.com, il y a beaucoup de samples, donc des fichiers. En fait, il y a ni plus ni moins des exemples à suivre où Microsoft fournit le fichier. Donc, on peut vraiment faire l'exercice de façon accompagnée. Et même à l'intérieur de l'interface Power BI Service, il y a des samples là aussi. Donc, déjà, ça, c'est énormément d'informations. Je trouve que le site powerbi.com est très bien fait. Donc, lui, il est facile. C'est powerbi.com. Allez là, c'est de bon point de départ. C'est là qu'il faut le télécharger de toute façon. Ils sont pas anglais, mais ton blog, à toi, il te promet une source intéressante aussi. Ben, en fait, on m'a dit qu'en français, les gens ne trouvaient pas ailleurs. Souvent, c'est ça qu'on me dit. On dit en français, Power BI, t'es tout seul qui parle de ça. Donc, j'aurais aimé vous donner d'autres sources en français, mais c'est vrai que je m'y intéresse de plus en plus. C'est sûr, je ne vais pas délaisser ma clientèle Excel non plus, mais on retrouve sur mon blog, donc lecfomasqué.com, beaucoup d'articles sur Power BI. Mais sinon, il y a plein, après ça, de documentation en anglais, plein d'autres sites, mais souvent, les gens se spécialisent sur une portion. Donc, le Power Query, par exemple, il y a Ken Pauls avec Excel Guru qui se spécialise vraiment dans le Power Query ou la portion qui s'appelle Edit Query dans le Power BI. Sinon, on a un livre et un blog qui s'appelle DAX Patterns, qui est tout pour la portion plus Power Pivot. Donc, dans Google DAX Patterns, vous allez tomber sur le blog et sur le livre. Et sinon, moi, il y a 2 sites que je regarde beaucoup. Il y en a un qui est plus du côté serveur, mais vraiment dans toute la portion serveur ou back-end. En fait, c'est quelqu'un qui traite plus justement de l'arrière-boutique, SQL Server et tout ça. C'est Matt Mason. Et Chris Webb aussi, qui a un blog qui est très intéressant. On va mettre les liens, nous, sur notre page. Écoute, en tout cas, j'espère que pour nos auditeurs, ça a aidé à démystifier c'est quoi cette affaire-là. Intéressant, Power BI. Puis, je sais que moi, ça me permet j'ai déjà des scénarios. Je dis, OK, je pourrais utiliser ça pour ça, pour ça, pour ça. Donc, ça va vite, là, le cerveau part. Mais... On te remercie, puis on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs et on vous revoit dans quelques semaines. Au revoir. Bye bye.